Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Le trio infernal est de retour, Polydomso, Rust, pour une analyse toujours plus précise de ce qui s'est passé le week-end dernier, à savoir Khabib, Dustin Poirier. Mais tout d'abord, on vous remercie, toute la Sueur vous remercie parce qu'on a eu un superbe soutien tout au long de la semaine. On a passé les 11 000 et là, on fonce sur les 12 000, messieurs, ça fait plaisir, le travail récompensé. Ouais, carrément, d'autant que pour les quelques personnes qu'on a la chance de croiser in real life, ça se passe toujours super bien, les gens sont super. On s'est fait juste courser une seule fois, donc franchement, pas mal. Donc voilà, donc bref, superbe, et bien, accélérons un petit peu. Donc Khabib s'est imposé par soumission au 3e round. Pour une fois, on a eu les bons pronos quand même, mais on s'attendait tous, je crois, à un combat assez compliqué, vraisemblablement pour Khabib, qui n'a pas du tout eu lieu, parce que c'est vrai je pense qu'on imaginait tous un premier round qui allait être un petit peu plus compliqué pour lui, alors que vraiment, il a fait du Khabib fidèle à lui-même, et là, Dustin Poirier n'a pas su trouver les réponses. Ça a été un petit peu mieux ensuite, enfin un petit peu mieux, un peu moins pire on va dire pour Dustin, mais c'est vrai que le premier round c'était en mode rouleau compresseur, il s'est vraiment fait rouler dessus pour le coup. Alors, qui va s'y coller en premier? Ouais. Moi déjà je suis ébahi par la maîtrise de Khabib quand même. C'est quand même magnifique de voir ça, quoi, parce que c'est un peu comme, tu vois, quand Anderson Silva il jouait avec Rich Franklin dans un autre domaine, tu vois, mais c'est la capacité de faire passer un combattant pro exceptionnel, parce que c'est Dustin Poirier ça, hein, pour un total amateur en fait. Et ça franchement, il y a que des mecs du calibre de Khabib, Anderson Silva, des plus grands qui arrivent à faire ça, quoi, vraiment à réduire, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais Poirier il était pas bon. Il est solide Poirier, il est vraiment solide, même dans ces domaines où c'est pas clairement son domaine, il se fait pas avoir comme ça comme un lapin de Garenne, quoi. Et là Et c'est marrant parce que d'ailleurs, c'est un truc qui résume à peu près le combat. Je crois que c'est entre le premier et le second round, quand Poirier revient vers le corner. Deuxième, troisième, et on l'entend dire « Je peux pas il me lâche pas. I can't get this fucking guy off of me. » Mais en gros, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ce mec-là, Dustin Poirier, qui est quand même habitué à des gros calibres de lutteurs à ATT, probablement qu'ils ont taffé ça, mais on a vu en plus, il avait des techniques, ils avaient vraiment travaillé, où ils mettaient les deux mains au sol pour pas prendre de genoux, en même temps pour avoir le dos suffisamment haut et contre la cage pour pas que Khabib puisse le prendre et tout ça. Mais ça se voit qu'ils avaient taffé la lutte contre la cage, et pourtant, le premier truc qu'il dit en arrivant à son coin, c'est « Mais putain, mais j'arrive pas à le lâcher, j'arrive pas à m'en débarrasser, quoi. » Quand on est à ce niveau-là, mais bravo à Khabib, parce que là, à ce niveau-là, soit il faut on y viendra plus tard, mais soit il faut un spécialiste du jeu vraiment pur. Et là, on parle, on sait très bien tout le monde. On ne sait pas de qui on parle, on ne prononce pas son nom, c'est le Voldemort du MMA. Mais CM Punk. Ouais, non, bon, du coup, pour dire, c'est vrai qu'il a fait du Khabib, mais là, il maîtrise quand même tellement, sa partition que c'est magnifique quelque part. La façon dont il a de faire la transition quand il saisit la cheville avec ses jambes et qu'il est assis et qu'il arrive en même temps en étant positionné sur la cheville de l'adversaire à placer ses épaules contre les épaules de l'ennemi et à le fracasser contre la cage. Mais c'est le meilleur là-dedans. Ouais, voilà, il y en a beaucoup qui essayent de le faire maintenant. Il a vraiment inspiré beaucoup de gens avec cette technique-là, parce qu'avant, les gens le faisaient pas trop parce qu'ils avaient pas parce que tu peux pas choper une soumission dans cette position-là, et c'est pas facile de taper ton adversaire dans cette position-là. Donc il y a beaucoup de gens qui le faisaient pas. Il y a des gens qui le faisaient juste pour temporiser, mais il y a beaucoup de gens qui le faisaient pas. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens qui commencent à exploiter cette position en imitant ou en s'inspirant de Khabib. Mais Khabib le fait tellement bien par rapport aux autres. Tu vois, par exemple, ce week-end, il y avait aussi Ryan Bader qui a combattu Cheick Kongo. Il a fait la même chose contre Cheick Kongo à un moment donné, mais il l'a pas maintenu Cheick Kongo comme ça. Il arrive pas, tandis que Khabib, il peut te maintenir dans cette position-là tout le round, il va te fracasser, quoi. Donc c'est impressionnant. Enfin, c'est d'autant plus impressionnant que on pourrait faire l'argument que, en gros, pour les poids lourds, ce serait théoriquement plus facile de maintenir des mecs contre la cage, parce que les mecs sont moins vifs, beaucoup moins explosifs, et c'est beaucoup plus compliqué de se maintenir entre tout petits gabarits, enfin petit, parce qu'il n'est pas petit, hein, Khabib, que entre poids lourds. Et c'est vrai que le fait que Khabib soit capable de faire ça à des mecs, généralement, on a l'habitude de dire que ce qui est
entre featherweight et welterweight, c'est vraiment la meilleure balance au niveau des capacités athlétiques, de l'explosivité, au niveau de. Et là, d'arriver à maintenir des mecs comme ça contre la cage. Et voilà, pour revenir à ce que disait Polydomso, en plus, je ne sais pas comment est-ce que Dustin Poirier continuera dans l'histoire du MMA. J'ai très peur de la post-title fight curse et en gros entièrement d'accord, ouais. Qui se prennent le tsunami parce que en gros, ce que c'est la post-fight machin, c'est que après les combats pour le titre, généralement les challengers qui étaient des challengers méritants mais qui se sont grosso modo fait rouler dessus, généralement après avoir combattu le champion dominant, c'est vraiment une descente, mais les pieds décollés des pédales. On avait vu ça, on pense par exemple à Dan Hardy, on passe. En fait, on est en train de voir ça avec Darren Till. Oh merde. Ouais. mais enfin, vraiment, j'ai pas la stat parce que j'ai jamais entendu cette stat, mais c'est quelque chose de réel. C'est que vraiment, vous regardez tous les challengers qui ont combattu et ce qu'ils ont fait après. Généralement, c'est très compliqué et c'est compréhensible parce que d'un point de vue psychologique, comment te remotiver, sachant que tu as été chercher Zeus sur son mont Olympe, tu t'es fait déculoter. Qu'est-ce que tu fais après en fait? C'est-à-dire que tu es l'éternel Vegeta, c'est compliqué quoi. Donc, à voir ce que fait Dustin, mais en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est. Comme tu disais, Polydomso, c'est pas une souche Dustin Poirier. S'il est arrivé là, c'est pas par hasard. Il est extrêmement complet, rapide, puissant, technique. C'est juste que, voilà, il passe tellement pour un pantin face à un mec comme Khabib qu'après, c'est compliqué. Mais c'est juste que le mec est complètement dans une ligue à lui tout seul, quoi. Mais surtout, ce qu'on disait avec Polydomso, c'est parce que là, Khabib a fait du Khabib, mais superbement bien, avec Abdulmanap dans le corner, qui était quand même ravi, ça fait plaisir de voir Abdulmanap toute la semaine avec le sourire. Donc franchement, là, pour son premier événement UFC, voilà, bravo, joli baptême. Mais surtout, ce qu'on a à dire après ce combat-là, c'est pourquoi Dustin n'a pas plus tenté ou n'a pas fait les ajustements qu'on attendait. Parce que c'est un petit peu ça qui est surprenant, c'est si Khabib, finalement, on connaît la recette aujourd'hui et personne n'a encore apporté la réponse, pour Dustin, on pouvait s'attendre à autre chose. Et c'est vrai que là, bon... le plan de ne jamais se retrouver contre la cage, clairement Khabib il s'est torché avec. Et pour le reste, il y a eu la petite guillotine. C'était quand même une alerte, messieurs. Et puis c'est ce qu'a dit Khabib. C'était le truc apparemment le plus proche. Khabib lui-même, oui, complètement. Ouais. Bah écoute, si tu me permets, Polydomso, en fait, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'il y a la guillotine. Il y a aussi au deuxième round d'un moment où vraiment Dustin arrive à toucher Khabib et personnellement en fait c'est tellement inhabituel de voir Khabib reculer et de le voir accuser le coup comme ça que j'étais tout fou, j'étais déglingo quoi. Je m'étais dit putain ça y est, on voit quelque chose de neuf quoi. En fait c'est un peu comme quand Max Holloway combattait Dustin Poirier, en gros il a dit mais he's blocking weird avec sa garde comme ça et en gros t'arrives pas à le frapper, t'arrives pas à t'engager correctement. Là je pense qu'il y a eu un peu un même genre de truc parce que la manière, je l'ai rematé plusieurs fois la séquence et la manière dont Khabib réagit, fait des mouvements de buste, mais sans déconner, on aurait dit une espèce de boxe de l'homme ivre. Et il a quand même pris quelques coups assez sévères, mais il a réussi malgré tout avec cette manière, mais vraiment pas orthodoxe, d'éviter les coups et d'essayer de se remettre un peu d'aplomb. Donc en fait, je suis même pas sûr parce que je pensais à la base que c'est Dustin qui s'était pas engagé à fond, qui avait pas voulu y aller complètement, etc. Un peu comme la guillotine où il aurait pu passer les deux jambes, mais il a décidé de laisser une jambe en dessous en mi-papillon, un truc comme ça. Et d'ailleurs, ça, il a dit qu'il s'en voulait. Sur la séquence debout, tu vas me dire ce que tu en penses, Polydomso, mais en fait, en la re-regardant, je sais pas s'il y a beaucoup plus qu'il aurait pu faire, à part peut-être mettre des low kicks, etc. Mais là, dans ce cas, t'es pas dans une optique de finition sur un enchaînement. Je ne sais pas s'il aurait pu faire beaucoup plus, en fait, parce que la manière dont Khabib a réagi, c'est vraiment pas évident à gérer, quoi. Alors déjà, moi, je vais faire un petit disclaimer parce que j'ai vu le combat une fois et je l'ai revu juste après dans la foulée, mais je ne l'ai pas revu depuis, donc c'est peut-être un peu brouillon dans ma tête et peut-être que je me trompe, donc c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Moi, le ressenti que j'en ai eu en le voyant la première fois et en le revoyant la deuxième fois, c'est que je pense que Dustin Poirier n'a pas super bien touché Khabib, même au début, même le premier impact. C'est juste Khabib qui a été très discipliné, qui a reculé dès que ça commençait à sentir le chocolat. C'est vrai. Mais qu'en fait, il n'a pas vraiment touché, que Dustin Poirier a mal interprété ça, et il avait envie de mal l'interpréter, parce qu'il était déjà cramé à la fin du premier round, donc il s'est dit maintenant c'est le moment ou jamais. Et il a commencé à balancer des battoirs en mode, Jack Dempsey, en rentrant comme ça et tout. Ouais. Sauf qu'il touchait pas, donc il était au bout de sa distance, il touchait pas ou alors très peu. Et ça, c'est crevant. Pour tous ceux qui ont
qui font un peu de boxe ou qui font un peu de combat, quand vous donnez des coups plein pot dans le vide, vous en faites 3, vous allez voir, vous allez être rincé à partir d'un moment. Donc il était déjà crevé, il a commencé à avancer sur Khabib en se disant c'est le moment ou jamais. Il a donné 3-4 coups qui n'ont pas vraiment bien touché ou qui n'ont même carrément pas touché parfois. Et je pense qu'il a dû se dire putain, faut que j'en garde sous la pédale parce que sinon c'est mort, je finis pas le round. Tu vois, tout seul, je finis pas le round. Ouais. Donc ça, c'est ma théorie. Encore une fois, c'est peut-être que je suis en plein dans le yaourt là et que je dis n'importe quoi, mais de ce que je me souviens, c'était plutôt ça. Ouais, Moi, en règle plutôt générale, j'ai été assez déçu en fait de la performance de Dustin Poirier parce que je pense qu'il y a des trucs à jouer et je pense qu'il y a une approche à développer contre Khabib et je trouve, mais c'est très confortable pour moi de dire ça, mais je trouve que Dustin Poirier, il est venu un peu comme tu vas au McDo, quoi. Tu vois, comme tu es, quoi. Il n'a pas vraiment changé, quoi. Non, mais il a fait ce qu'il fait d'habitude, sauf que complètement. Comme je l'avais dit, en fait, ça peut pas marcher. Le style Dustin Poirier, en fait, peut pas fonctionner contre un grappleur comme ça de ce niveau-là parce que Dustin Poirier il a réussi à s'améliorer sur les derniers combats parce qu'il a avant le gros défaut de Poirier c'est qu'il reculait en ligne droite dès que ça commençait à chahuter un peu et il était assez prévisible sur ses déplacements et en fait ce qu'il a rajouté dans son arsenal c'est au lieu de reculer en ligne droite à chaque fois qu'on l'attaque c'est ces petits mouvements d'épaule où il peut garder un œil sur son adversaire et contrer sauf que ça marche pas contre Khabib parce que Khabib par définition il va te taper et il va pas rester à distance de frappe, il va rentrer juste après. Donc en fait, contre Khabib, ce qu'il a fait, c'est qu'il a reculé en ligne droite, il a fait du vintage Poirier, et du coup, il s'est fait coincer plusieurs fois contre la cage, alors en fait, si tu veux combattre Poirier, j'en discutais un peu en off avec Guy, c'est que à mon avis, à mon humble avis, je suis pas pro, vous pouvez me chier dessus après, hein, vous pouvez me dire que je suis n'importe quoi. Évidemment, hein, c'est votre droit le plus. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'à mon avis, si tu veux combattre Poirier, il faut mettre une emphase sur les déplacements, mais comme tu n'as jamais fait. Il faut que tu fasses 2 heures de déplacement le matin, 2 heures le déplacement le soir, tous les jours pendant ton combat. Khabib, oui, combattre Khabib. Oui. Khabib, ouais. Et on a vu que ça marchait avec Michael Johnson sur les premières minutes. Hein. Complètement. Et c'est pour ça que j'ai même d'une certaine manière Edson Barboza au début. Bon. Tout au début. Ouais, tout au début. Quand il se joue, oui, non, tout au début, oui, non, parce qu'après. Mais c'est pour ça qu'on peut exprimer un regret, c'est que bon, après, est-ce que Poirier n'avait pas ça se trouve Poirier avait travaillé tout ça et c'est juste dès le premier takedown il s'est dit bah voilà ça sert à rien en fait. C'est possible aussi. Moi je pense quand même que d'après ce que j'ai l'impression d'avoir entendu sur ce qu'il parlait et tout. Dustin disait ouais de toute façon on avait prévu qu'au premier round on serait contre la cage et tout et moi je me dis faut pas prévoir ça quoi. Je veux dire faut pas se dire je vais bloquer paralyser Khabib contre la cage au premier round et puis au deuxième round et puis il va se fatiguer et au troisième round je vais saisir l'opportunité, ça peut pas marcher pas marcher parce que toi tu vas être crevé, lui il va dérouler son jeu tranquillement quoi. Alors, et puis même s'il est crevé, c'est toujours la même chose pour Khabib dans ce qu'on avait vu dans les précédents combats contre McGregor, Edson Barboza et puis aussi Ali Aquinta, c'est quand il est crevé au 4e, 5e, si lui est crevé, toi t'es encore plus crevé que lui. Donc forcément c'est un peu le mauvais plan de se dire je prévois d'aller à ces 4e rounds. Et toi Russ, est-ce que tu penses que Dustin Poirier vraiment s'attendait à quelque chose de différent? Parce que c'est un peu, on a un peu l'impression de ça parce que même dans ce qu'il a dit dans la post-fighting, dans la conférence de presse d'après combat, lui il regrettait de ne pas avoir fait certaines choses, mais tu vois au niveau du game plan et tout ça, tu vois il a pas dit j'ai complètement déjoué. Donc alors que il s'est dans ce qu'on voit dans l'analyse qu'on fait de son combat, on a presque l'impression qu'il n'était pas préparé au Khabib que tout le monde a vu lors des 27 combats précédents finalement. En fait, l'impression que ça donne, et c'est vrai, si on se fie à ses propres dires, c'est que il savait exactement, en gros, non, c'est ce qu'il a dit mot à mot, c'était tout ce que j'attendais. Oui, donc bon, de toute façon il n'y a pas de secret avec Khabib, mais c'était tout ce que j'attendais. Il a exprimé des regrets sur la guillotine et je sais plus, je crois que c'était l'enchaînement d'anglais, c'est ça, mais en gros l'impression après il disait qu'il avait laissé tomber quelques personnes qu'il aurait aimé faire plus. Mais en gros c'est clair que l'impression générale c'est que il s'était entraîné pour Khabib, il savait exactement ce qu'il allait avoir, ce qu'il allait affronter, c'est exactement ce qu'il pensait qui s'est présenté à lui. C'est juste qu'il n'a visiblement rien pu faire. C'est-à-dire qu'ils avaient dû travailler des choses à l'entraînement, il y avait certains mouvements qu'ils avaient dû taffer contre la cage, etc. Mais
Mais non, je pense que c'est ça qui va être le plus terrible pour Dustin Poirier, c'est qu'en fait, il se rend compte qu'il aurait littéralement rien pu faire. En tout cas, avec son style, j'ai l'impression qu'il y a rien qu'il aurait pu faire, quoi. C'est vraiment, c'est vachement cruel. C'est pour ça que ça nous conforte, et je pense tous les trois dans l'idée que il faut quelqu'un de complètement fou dans son propre style. Mais pour l'instant, nous n'allons pas dire qui. Non, mais en fait, on va pas dire qui, mais c'est là où c'est frustrant, c'est que Conor, quand il a combattu Khabib, bah, visiblement, il l'a dit, son entraîneur l'a dit, en fait, il s'était entraîné à essayer de ralentir, neutraliser, ou en tout cas de prendre de se faire le moins dominé possible dans la lutte, dans les transitions, donc dans le jeu de Khabib. Un style défensif. Un style défensif. En fait, après Conor et après Dustin, bah voilà, ça y est, preuve en est que ça sert à rien. Avoir un game plan où tu pars du postulat que je vais essayer de ralentir Khabib, de le neutraliser, de m'en sortir dans les transitions. En fait, voilà, là, il y a 2 mecs d'élite en tant que Conor et Dustin qui ont essayé. Ça ne sert à rien. Oui. Et comme dit Polydomso, il faut travailler ce qu'il y a avant, donc le déplacement. Ouais, c'est ça. Le déplacement, c'est la meilleure des takedowns de défense. Hein. Si t'as de bons déplacements, regarde Whittaker, quoi. Et demander à Fernand Lopez. Demander à Fernand Lopez. Ouais, exactement. Non, moi, je voudrais même rajouter, parce que les gens vont dire, ouais, mais parce que Poirier, Conor, ils sont mauvais au sol et tout. Alors déjà, faut pas les sous-estimer parce qu'ils sont pas si nuls que ça hein, quand tu regardes vraiment. Et au-delà de ça, on a eu l'exemple aussi sur la carte, cette carte-là, du style de Khabib, parce qu'il y a au moins 3 personnes qui ont le même style, qui ont combattu sur la carte, à savoir nommément Khabib, Islam et Zubara Tukhugov, qui ont à peu près, avec quelques petites variations à chaque fois, la même stratégie qui est de te coincer contre la cage et te bloquer et te laminer contre la cage. Et d'exploiter en fait ta tentative de remonter sur la cage, ça peut pas marcher en fait. Et j'illustre mon propos. Tu peux être champion ADCC, c'est-à-dire le meilleur grappleur du monde. Si tu es contre la cage, même quand tu as ta garde et tout, tu peux rien faire. Parce qu'on a vu David Ramos contre Islam Makhachev. La fin du 3e round, il était avec sa garde contre la cage, il a rien fait. Après, il s'était pris aussi un énorme genou. Mais je veux dire, il pouvait rien faire, quoi. Je veux dire, au-delà de ça, c'était du contrôle, quoi. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, contre la cage, je pense, moi, ça fait très très longtemps et faudra les commentaires s'il y a des historiens aguerris de l'histoire de l'UFC, mais ça fait super longtemps que j'ai vu un mec qui commence une position contre la cage contre un lutteur qui arrive à caler une soumission dans cette position-là. Hein. C'est quasiment impossible. Parce que tu peux pas te repousser ou créer du mouvement avec tes hanches contre la cage. Donc en gros, les gens en fait, il y a vraiment une transition de paradigme. Là, c'est vraiment intéressant parce que pendant longtemps, tous les combattants de MMA se sont dit maintenant, on arrête les soumissions, les tentatives, ça marche presque jamais. Donc il faut plutôt miser sur la solution la plus, on va dire, safe, qui est d'essayer de scouter contre la cage pour ensuite remonter. Tous les combattants font ça. Et ils ont un peu abandonné les autres jeux qui étaient un peu plus funky, comme essayer de placer des triangles ou essayer de faire des sweeps, parce qu'ils se sont dit, bon, ça c'est quasiment impossible contre les lutteurs. Sauf que maintenant, tu as des mecs comme Khabib qui ont complètement compris que tu vas essayer de monter, de te caler contre la cage et qui développent tout leur jeu là-dessus. Ouais. Et en fait, je pense peut-être que la solution, et bon, c'est que mon avis d'amateur et de spectateur, mais c'est peut-être de changer le paradigme et de se dire, il faut que j'arrête d'être contre la cage, ça sert à rien. Et dernier exemple, et j'arrête de faire des exemples et j'arrête de faire mon historien à 2 balles du MMA, mais Islam, quand il a combattu Mansour Barnaoui, il l'a swipé au moins 4 fois au milieu du ring. Et il a même chopé Islam avec un triangle contre le ring parce qu'il n'était pas bloqué, parce que quand tu es contre un ring, tu sais, contre les cordes, tu n'es pas bloqué comme quand tu es contre la cage. Donc il y a des solutions. C'est-à-dire, il y a des façons de travailler en fait sur ton dos qui sont possibles. C'est juste que travailler sur ton dos quand tu es dos à la cage, les mecs sont trop bons, quoi. Ils savent trop bien faire ça, quoi. Intervention de Rust. Mais ouais, et en fait, non seulement je suis à 1000% d'accord, mais en plus de ça, il y a aussi un autre mouvement là qui arrive, et on l'a vu parce que ça a été utilisé par des mecs aussi mainstream que Rory McDonald, ça a été initié par des mecs comme Masakatsu Imanari. D'ailleurs, on parle du Imanari Roll, et en gros, avec, comment il s'appelle le mec qui a battu BJ Penn, Ryan Hall. On voit qu'il y a maintenant aussi tout un mouvement qui est, en gros, le principe, c'est ce qu'on appelle le guard pulling, c'est-à-dire tu vas pas attendre d'être mis par le lutteur dans une position où tu es au sol, tu vas toi-même déclencher l'échange, soit en allant directement dans les jambes, comme font Ryan Hall, Roy McDonald et tout ça, et Tony Ferguson, soit tu vas chercher directement, tu vas en gros faire le sac à dos, mais mis devant en sautant sur le gars,
et en l'amenant au sol. Comme ça, c'est toi qui dictes l'endroit géographiquement sur la cage où tu seras mis au sol. Et là, effectivement, tu as beaucoup, beaucoup plus de chemin à suivre si tu veux tenter des soumissions. Et c'est pour ça que, voilà, pour continuer dans notre réflexion, c'est vrai que visiblement, on peut rayer de la carte de la liste de courses le fait de résister ou d'essayer de remonter contre la cage. Ça, je suis d'accord avec Polydomso, ça sert à rien. Maintenant, je pense que maintenant qu'on a vu vraiment successivement 2 mecs essayer et se prendre des rétames, voilà, je pense qu'on va enfin commencer à quelque chose de différent. Et on va repousser monsieur Mr. T là jusqu'à la fin du podcast, hein, j'imagine. Complètement. Mais voilà, il y a des gens qui ont ces armes-là, il y a des gens qui ont ces armes qui sont suffisamment confortables avec leur jiu-jitsu pour pouvoir, même face à un bon lutteur, déclencher le Imanari Roll ou un truc comme ça, ou le guard pull au milieu de la cage, parce qu'ils savent qu'ils ont les coudes, parce qu'ils savent qu'ils ont les soumissions, parce qu'ils savent qu'ils ont les sweeps, et que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, comme Polydomso le disait. Oui, je pense aussi de toute façon que, à mon avis, au préalable du camp d'entraînement, je pense que Javier Mendez et Abdulmanap, qui pour moi, Khabib a bénéficié aussi d'avoir quand même 2 des plus gros masterminds quand même du game, on va dire, et puis 2 teams d'exception. Je pense aussi ils savaient qu'à mon avis, Dustin Poirier n'allait pas pouvoir vraiment se réinventer jusqu'au combat, parce que, mais d'ailleurs on l'a bien vu, c'était justement après le premier round, tu as Dustin Poirier qui a dit à Mike Brown, le premier truc qu'il a dit en arrivant justement, c'est le gars ne fait que tenter des soumissions, qu'est-ce que je fais quoi, parce que c'est vrai que au-delà, et là pour nous je pense que, pour moi j'étais aussi surpris de voir Khabib en tenter autant dès le premier round, parce que d'habitude on le voit plutôt, on va dire, tout en puissance et on essaie de le crever, alors que là c'était vraiment au-delà de te crever physiquement, ton cerveau va complètement se déconnecter, parce que tu te dis clairement, je peux vraiment rien laisser du tout parce qu'il va tenter quelque chose. Parce que c'était pas des soumissions vraiment pour, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était plus pour le mettre en mode panique que dans l'esprit de le finir dès le premier round. Enfin, même si bon, je sais pas, moi je pense que s'il avait eu l'occasion. Oui, s'il avait l'occasion. Ah, mais parce qu'il y a un truc, c'est que d'habitude, justement, je suis d'accord avec toi, il était plus agressif sur son jeu au sol, Khabib, au premier round. Peut-être parce qu'il a senti qu'il y avait moins de résistance chez Dustin Poirier. Parce que d'habitude, par exemple, un truc qu'il fait, Khabib, c'est que dans les premiers rounds, quand il va prendre ton dos, il va pas placer les crochets. Il va juste rester dans ton dos pour pouvoir continuer de te frapper. Et si tu essaies de te dégager, pour continuer à t'amener au sol. Attendrir la viande. Ce que les gens font, c'est que dès qu'ils ont le dos, c'est le réflexe de BJJ, c'est tu passes les crochets pour essayer de placer le rear naked choke. Sauf que le problème, c'est que si tu places les crochets et que le mec il est sur toi et qui défend bien, il peut se reposer en fait. Et toi, tu vas pas pouvoir le frapper, ça va être compliqué. Et il y a des mecs qui sont très bons là-dedans. Tu prends un mec comme Anthony Pettis, tu peux avoir les 2 crochets, les bras comme ça, tu vas pas réussir à le soumettre, hein, ça c'est clair. Donc en fait, tu as Khabib, mais il est pas le seul, hein, c'est vraiment la team d'Akestan qui font ça. Ils préfèrent en fait vraiment genre vas-y, essaye de te dégager. En fait, tu es en train de flipper parce que je suis dans ton dos et tu sais que c'est une position dangereuse. Donc c'est toi qui vas t'épuiser, moi je vais te frapper en attendant et je vais quand même te contrôler quoi. Sauf que là, tu vois, contre Dustin Poirier, à la différence de ce qu'il fait d'habitude, c'est qu'il a placé les crochets dès le premier round. Il y a peut-être moyen de passer le rear naked choke quand même, mine de rien. Et c'était assez marrant parce que finalement les erreurs qu'a fait Dustin Poirier contre Eddie Alvarez, il a fait exactement les mêmes contre Khabib, sauf que ça pardonne pas. Il n'a pas eu ces fameux coups de 12 à 6. Hein, donc... non. Khabib il sait. Khabib knows. Khabib knows. Donc voilà, donc super performance de Khabib, dommage pour Dustin Poirier. Question avant de finir ce podcast, et puis on vous donnera rendez-vous au prochain épisode pour voir qui pourrait faire tomber Khabib entre 1-1 et 1-1. C'est finalement, messieurs, vous aimeriez voir qui comme prochain adversaire pour Dustin Poirier, qu'il a quand même se pose la question d'une fin de carrière ou non, parce que c'est vrai que cette victoire pour lui est assez terrible. De toute façon... Ce qui est clair, et je comprends tout à fait que Khabib le voit comme ça, c'est en gros, là, il en est rendu à un point où il n'a il a 2 défenses de titre, mais il est tellement dominant sur ses défenses de titre qu'en gros, on n'est même pas dans le, moi en tant que spectateur. Il y a une intervention. On parle de attends, juste avant, je te laisse après, mais on parle de défense de titre on parle du prochain combat de Dustin là. Oui, mais Drost a switché, oui. Drost avait switché. Oui. Mais oui, parce qu'on va faire un podcast spécial pour. Mais oui, c'est pour ça. Donc on parle du prochain combat de Dustin, oui, mon cher. Eh oui, Dustin. Je m'en fous. Non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai tellement.
j'ai tellement de mal à croire qu'il va réussir, à avoir une fin de carrière qui ne sera pas triste. Parce que là, il a connu le succès, il a connu le run pour le titre, il est tombé contre Khabib, il s'est fait bouffer. En fait, généralement, là, c'est la fin. J'ai du mal à croire que ce soit pas la fin. Je sais que les gens vont. Surtout qu'on a beaucoup de fans du diamant parmi les gars de la sueur. Mais touche pas au diamant. Je sais. Mais là, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à voir Dustin réussir à se remotiver comme il s'est motivé lors de sa montée en lightweight et il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans son run pour le titre. Là, j'ai tellement de mal à le voir revenir au meilleur niveau parce que psychologiquement, ce ne sera pas la même donne que n'importe qui dans le top 10, ça peut être... le pire pour moi, ce serait qu'on le mette contre un Gillespie et que Gillespie lui fasse la même chose. Ah oui, non, ce serait terrible. Donc voilà, Dustin, il a mérité de faire des combats contre des noms. Il en est au stade de Dos Anjos, quoi. Il a mérité ce statut de j'ai le droit d'affronter le plus grand nom parce que j'en suis un. J'ai combattu pour le titre, mais j'ai très très peur pour la fin de carrière de Dustin. Oh, Polydomso. Ouais, bah moi je suis assez d'accord. Je pense que de toute façon, tant qu'il y aura, non, mais dans une perspective de compétition, tant qu'il y aura Khabib, c'est mort parce que je le vois pas se retourner, changer le script et tu vois et complètement s'adapter. Il y a trop de changements à faire en fait. Moi j'aimerais une petite happy end pour Dustin Poirier qui fasse sa revanche contre Conor et qui l'empêche du pactole. Je pense qu'il le mérite et victoire ou défaite, après, c'est secondaire. Quoi. Mais le problème, c'est. S'il venge son affront contre Conor, bah, génial, il peut se barrer avec la fierté et en plus le pognon. S'il perd, j'ai envie de dire, de toute façon, il y a peu de chances qu'il redevienne champion là et au moins il aura l'argent. Donc, prend l'argent. Mais j'ai beaucoup de mal à voir Conor accepter par contre. Il a déjà du mal à revenir pour un combat pour le titre direct alors contre Poirier. Il aurait accepté si Poirier avait battu Dustin. Ah bah c'est sûr. Alors on n'entendrait que lui là. Mais là, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour ma part, moi, je pense que Dustin va revenir, messieurs, parce qu'il a quand même connu des très, très, très bas. On pense notamment le fameux KO contre Conor, où là, c'était un peu son premier combat où il y avait un petit peu d'attention. Il y avait eu tout le trash talk, et lui qui avait quand même répondu. Le KO de l'espace qui s'est pris contre Michael Johnson aussi, où là, franchement, quand il y a eu ce combat, c'était son premier main event, je crois. Et c'était hyper violent aussi. Et il a su revenir. Et là, je pense aussi qui va réussir. Bien sûr, à mon avis, je pense qu'il va pas avoir de title shot bientôt, mais je pense que là, tu vois, prochain combat, je pense que l'UFC peut le mettre contre Edson Barbosa, tu vois, qui sert un peu de bonne petite victime expiatoire pour les mecs en manque de confiance. Et puis ensuite, je pense qu'il va revenir. Franchement, moi, j'avais éventuellement un autre match-up qui me faisait envie, c'était celui qui perd entre Justin Gaethje et Donald Cerrone. Oui. À la limite, ça a fait Cerrone Poirier, donc c'est sympa. Et puis Justin Gaethje, moi, contre Dustin Poirier, j'achète aussi. Donc, ça fait la revanche en plus d'un combat qui avait été dinguissime. Donc, oui. Mais en revanche, j'ai juste un petit doute en fait, parce que ça peut très bien se réaliser, ce que tu viens de dire, Guillaume, mais contre Michael Johnson, c'était pas. Il s'était pris un KO de l'espace, mais il s'était pas mangé une domination pareille en fait. Et parce que si on prend d'autres exemples, on peut prendre Dos Anjos quand il a perdu contre Khabib. Après, il est monté d'une catégorie, il a eu plus ou moins de succès. Le problème, c'est que il a perdu contre Khabib. Après, il a gagné le titre des lightweight. Oui. Putain, t'as raison. Oui. Alors là. Oh mon Dieu! Non, mais j'ai fait ça, c'est pas pour te faire chier, c'est juste pour pas qu'on se fasse tacler ensuite dans les commentaires. Mais non seulement t'as raison, mais ça remet en cause. Mais après, tu confonds peut-être avec quelqu'un, c'est peut-être possible. Ah non, c'était Dos Anjos. Mais non, c'était ça. Attends, mais Anthony Pettis, en revanche, une fois qu'il s'est fait dominer complètement par Rafael Dos Anjos, ça a plus été le même. Putain, mais oui, je pensais à Dos Anjos et j'avais aussi Pettis, mais donc Dos Anjos, je me suis chié dessus. Par contre, effectivement, Pettis, c'était le même délire en fait, sauf que c'était en stand-up, mais il s'était fait bouffer pendant les 5 rounds, reality check, et après, c'est vrai que ça a été plutôt en dents de scie pour lui. Oui, c'est vrai, on est plutôt dans ce cas-là. Parce que c'est vrai que pour le coup, je vais essayer de me rattraper honteusement, de faire le mec qui avait tout prévu. C'est ça. Non, je sais très bien ce que je voulais dire. Non, mais en gros, c'est vrai que si je peux me rattraper aux branches comme je peux,
contre Dos Anjos, donc c'était pas un combat pour le titre. Et c'est un moment où Dos Anjos était encore en transition, il n'était pas allé chez Kings MMA, il n'avait pas. Et donc, c'était pas les mêmes. C'était pas pareil. Oui, mais un petit peu quand même. Mais en oui, tout cas, non, voilà. mais c'est vrai que là, il était dans des superbes dispositions. Quand c'est un combat pour le titre et que tu as été jusque-là, c'est pas pareil. Je vais me faire chier dessus pour ce que je viens de faire, mais voilà, je maintiens que c'est pareil. Tout à fait. Bref, en tout cas, à suivre. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous croyez ou non au retour de Dustin Poirier au top. Puis likez la vidéo, abonnez-vous, ça nous fait toujours plaisir. À très vite, messieurs, pour un prochain épisode où on va s'interroger sur qui peut faire tomber Khabib. Et oui. Bibi. Vous dites pas au revoir, non, ça y est, maintenant. Maintenant, on a passé les 10 000, là, ça y est. Ouais, c'est bon, moi, je me ramène avec les chaînes en or, après, rien à foutre. Allez. Soit.